Marche à la paix en Corée, faut-il faire confiance à Kim Jong-un? C'est le thème que nous abordons dans la rubrique Les Clés du Monde avec vous, James Bagidi. Bonjour. Bonjour à vous, tranquillin, et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Chaleureuse poignée de main, mots forts, embrassades, les symboles n'ont pas manqué à l'occasion du sommet intercoréen de Panmunjom ce vendredi 27 avril 2018 dans la péninsule. À la manœuvre, les chefs d'État des deux pays frères ennemis désormais décidés, semble-t-il, à faire la paix. Mais tout le monde n'est pas optimiste. Les promesses faites par le Nord se heurtent au revirement du passé. Comment expliquer le changement radical d'attitude du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un il y a quelques mois, procédait encore à des essais nucléaires? Merci à vous, tranquillin. Il se fait que aujourd'hui, la Corée du Nord est entrée dans une nouvelle dynamique dans les relations avec son voisin du Sud. Et donc, on a assisté à ce sommet historique au cours duquel, vous l'avez dit, on a vu beaucoup d'embrassades, on a vu beaucoup de poignées de main chaleureuses, on a vu des sourires entre les deux personnalités, à telle enseigne qu'on peut être tenté de croire que la paix entre les deux Corées est désormais possible. Je rappelle très rapidement que en 1950, entre 1950 et 1953, les deux Corées occupées précédemment pendant la Deuxième Guerre mondiale par les armées soviétiques et américaines au nord puis au sud sont entrées en collision après le retrait de ces forces armées parce que les deux voulaient réciproquement imposer leur système politique à l'autre. C'est surtout le Nord qui avait envahi le Sud. Le Sud a répliqué avec le soutien des États-Unis. On connaît tous l'histoire. En 1953, après plus d'1 million de morts, la guerre va s'arrêter, mais il sera signé un simple armistice entre les deux, c'est-à-dire c'est un accord de cessation des hostilités en attendant la signature d'un traité de paix. Au-delà de cet armistice, plus rien. De temps en temps, les deux pays se tirent dessus, comme pour se rappeler que la guerre n'est pas terminée. Et aujourd'hui, on sait très bien que la Corée du Nord, depuis quelques années, a entamé un processus de nucléarisation et semble-t-il, a fini par obtenir gain de cause, c'est-à-dire a fini par fabriquer l'arme nucléaire. Il y a quelques semaines encore, vous en parliez, les deux pays, surtout la Corée du Nord, étaient vraiment vent debout contre les autres et a surtout mené de nombreux essais nucléaires. Le plus important a eu lieu à ce moment-là, à côté des essais nucléaires, également des essais de missiles balistiques intercontinentaux, des missiles qui sont aujourd'hui si les essais qui ont été faits sont des essais probants, capables d'atteindre le territoire des États-Unis d'Amérique à plusieurs milliers de kilomètres du territoire donc nord-coréen. Dans ces conditions, il est effectif qu'il y a de quoi s'étonner quand on voit le changement radical d'attitude de la part de Kim Jong-un, le président nord-coréen qui, après les menaces qu'il a échangées avec le président américain Donald Trump, vous vous souvenez de l'affaire des boutons nucléaires, Donald Trump qui disait, d'abord Kim Jong-un qui disait que lui il a un bouton nucléaire sur son bureau et qu'il lui suffit d'appuyer pour atteindre le territoire américain, et Donald Trump qui lui répliquait qu'il a un missile nucléaire et un bouton nucléaire encore plus gros, l'un traitant l'autre de petit gros et l'autre traitant l'autre de gouvernement. En tout cas, des termes très peu amènes ont circulé entre les deux hommes. Et aujourd'hui, dans un mois, normalement, une rencontre aura lieu entre les deux hommes. Et en prélude à cette rencontre-là, déjà, cette rencontre entre Kim Jong-un et son homologue sud-coréen Moon Jae-in, et cette volonté de paix transgresse véritablement avec tout ce qui s'est passé jusque-là. Pour comprendre donc comment on en est arrivé là, c'est dire qu'aujourd'hui on est dans une situation où le président Kim Jong-un a probablement perçu les limites de sa stratégie, les limites d'une politique va-t-en-guerre, d'une politique jusqu'au boutiste, parce que justement une politique de cette nature-là, face à un dirigeant américain comme Donald Trump, qui lui aussi semble ne pas avoir de limites quant à ce qu'il peut prendre comme décision, cette politique-là n'est pas concluante. Elle risque de conduire le monde à un nouvel affrontement nucléaire, parce que justement les deux ont des alliés puissants, la Corée du Nord à la Chine et la Russie à ses côtés.
la Corée du Sud avec les États-Unis, ils ont d'autres alliés, Grande-Bretagne, France, etc., qui sont tous des puissances nucléaires. Donc, une escalade permanente dans cette région n'arrange personne. Et puis, au-delà de ça, il y a la Corée du Nord qui a quand même besoin de ressources, qui a besoin de moyens pour faire suivre ces populations. On sait très bien que le pays vit dans une situation de famine chronique. Et donc, ces échauffourées servaient pour les régimes précédents et même pour le régime de Kim Jong-un à attirer l'attention de la communauté internationale à faire ces menaces-là. Donc, quand les menaces sont retirées, on obtient en retour de la part du Japon, de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des ressources, des vivres, notamment pour les populations. Mais il semble que cette fois-ci, ça va au-delà de tout cela. On a l'impression qu'il y a une véritable volonté d'aller vers la paix. C'est la première fois de l'histoire que, depuis la fin de la guerre, donc, qu'un dirigeant nord-coréen foule le sol du territoire sud-coréen. C'est vrai que c'est dans la zone démilitarisée, mais cette zone démilitarisée de Panmunjom est sous l'administration de la Corée du Sud. C'est donc un territoire protégé par les soldats américains qui étaient là, qui se sont mis au garde à vous au passage du président Kim Jong-un. Donc c'est un symbole important. C'est peut-être le signe que quelque chose de nouveau est en train d'arriver en Corée, dans la péninsule coréenne en tout cas. Julien Gbagidi, après avoir levé un compte de voile sur le contexte dans lequel cette marche a été organisée, dites-nous ce que les deux hommes se sont dit au cours de ce sommet historique. Bien, cette rencontre entre les deux hommes a abouti à un certain nombre de décisions. La première, c'est une promesse faite par le président nord-coréen Kim Jong-un qui promet donc la dénucléarisation de son pays et en retour veut bien entendu la dénucléarisation de la Corée du Sud. Donc la dénucléarisation signifie donc la destruction de l'armement nucléaire de chacun des deux. Il faut noter que la Corée du Sud n'est pas un État nucléaire, mais la Corée du Sud est protégée par le parapluie nucléaire des États-Unis d'Amérique. Le parapluie nucléaire signifiant que les États-Unis ont déployé sur place assez de missiles, assez de capacités militaires nucléaires notamment, susceptibles de contrer des attaques éventuelles de la part de la Corée du Nord ou tout au moins de riposter pour frapper la Corée du Nord en cas d'attaque nucléaire sur le territoire de la Corée du Sud. Donc, la volonté des deux États, c'est de procéder à une dénucléarisation, la destruction du stock nucléaire nord-coréen et le retrait des missiles nucléaires des États-Unis du territoire sud-coréen également. Ils ont parlé également de la réunification des familles séparées par le conflit. Vous savez, la Corée, c'est un pays qui, par le passé, était un pays unique. Des deux côtés, on parle la même langue. Pendant la guerre, la ligne de séparation qui s'est imposée, c'est un peu comme le mur de Berlin, a séparé des familles, des enfants d'un côté, des parents de l'autre, des cousins, des époux ont dû être séparés parce que du jour au lendemain, l'affrontement ont eu lieu dans leur zone et que chacun s'est réfugié d'un côté. La guerre s'est terminée. On n'a pas pu les réunir. Bon, il y a eu par le passé des réunifications des familles. On a organisé des rencontres, mais ça n'a pas été véritablement probant. Donc cette fois encore, les deux dirigeants promettent de mettre en œuvre le nécessaire pour que les familles séparées puissent se retrouver. Il y a d'autres dossiers qui sont également en sous-jacence. Il y a des personnes qui ont été enlevées du temps de la guerre, des Sud-Coréens, des scientifiques sud-coréens qui auraient été enlevés par les Nord-Coréens pour travailler donc au service de la Corée du Nord. On songe à leur libération ou tout au moins à la libération de leur descendance, à la restitution de leur sépulture, de leur corps, en tout cas de ce qui en reste, etc. On songe également à l'instauration d'une paix véritable entre les deux États parce que, comme je l'ai dit, c'est un armistice qui est aujourd'hui en vigueur entre les deux États alors que la guerre s'est terminée depuis 1953 et aucun traité de paix n'a été signé. Donc, il est envisagé aussi qu'on fasse la signature d'un véritable traité de paix. Et puis, désormais, comme on l'a déjà vu par le passé, les deux États vont participer de façon conjointe à tous les événements sportifs internationaux, donc envoyer des équipes communes pour participer à ces compétitions internationales. Avec la Corée du Nord, vous le savez, on n'est pas à l'abri des surprises. Peut-on, dans ces conditions, faire confiance aux promesses du président nord-coréen ?
Bien, vous avez parfaitement raison parce que par le passé, en 2000, notamment en juin 2000, si j'ai bonne mémoire, et en 2007, on a déjà connu des sommets intercoréens qui n'ont pas abouti à une dénucléarisation, à une véritable paix entre les deux pays. Et donc aujourd'hui, il y a lieu d'être un peu ou du moins d'être relativement optimiste, parce que vraiment, entre ces deux pays, la surprise peut venir à tout moment, et surtout qu'on connaît l'attitude un peu, parfois, bizarre, hein, pour dire les choses simplement, de Kim Jong-un, qui peut du jour au lendemain changer de posture, changer d'attitude, et bien entendu, remettre en cause tout ce qu'il a promis par le passé. Donc, il y a lieu d'être un peu inquiet. Mais il faut également noter qu'il y a un changement de paradigme dans les relations internationales depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, Donald Trump, il incarne une capacité de destruction. Comme on peut le voir, cette caricature qu'il demande à Kim Jong-un, maintenant c'est qui le plus con. Donald Trump est quelqu'un qui a changé les relations internationales par son attitude, sa volonté de toujours d'aller plus loin. Peut-être que Kim Jong-un a eu peur, vraiment, cette fois-ci, que Donald Trump engage la bataille militaire, parce qu'il faut le noter, il a envoyé un porte-avions militaire dans les eaux sud-coréenne. Il y a une armada impressionnante des forces américaines qui se trouvent dans la région et qui sont susceptibles, en cas de conflit armé, d'écraser très vite, dans une guerre conventionnelle sans l'utilisation d'armes nucléaires, d'écraser très vite l'armée nord-coréenne. Dans ces conditions-là, il y a peut-être lieu pour le président nord-coréen de réfléchir par deux fois. C'est peut-être ce qu'il a fait et a fini par décider de se porter vers son voisin sud-coréen pour un véritable traité de paix. On verra également à l'issue de la rencontre qu'il aura avec Donald Trump dans quelques semaines ce qui aura été décidé, et ce sera certainement un des indicateurs de ce que il faut faire confiance à Kim Jong-un ou pas. Mais il y a des gens qui sont pessimistes et ils n'ont pas tort, parce que l'histoire ne nous a pas rassurés sur ce point-là. Et quels seraient les avantages pour les deux États et plus globalement pour la région de la signature d'un traité de paix entre les deux Corées? Les avantages seraient importants. Déjà, on aurait enfin la paix dans la région. Le budget militaire excessif consacré par les deux États à leur protection sera réduit, mais forcément au service d'autres domaines comme la santé, comme l'éducation, et ça serait avantageux. Et on aurait également un peu plus de tranquillité de la part d'un pays comme le Japon, qui est d'ailleurs l'une des cibles principales de Kim Jong-un quand il menaçait de frapper les pays de la sous-région. C'est le Japon qui était notamment en ligne de mire. On peut avoir une plus grande tranquillité dans la région. La Chine, voisine de la Corée du Nord, également pourra enfin respirer, parce que son truculent voisin, son très agité voisin nord-coréen, ne lui a pas toujours facilité la tâche dans les relations internationales, alors que la Chine se pose aujourd'hui comme un véritable leader du monde et un pacificateur, ou même, je dirais, un nouveau gendarme dans le cas où les États-Unis, pas vraiment gendarme, mais un nouveau leader dans le cas où les États-Unis sont dans une politique isolationniste induite par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ce serait donc beaucoup d'avantages à tirer de cette paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais il ne faut pas non plus oublier, quand on parlait de la question faut-il faire confiance à Kim Jong-un, il y a des apparatchiks dans le système de Kim Jong-un qui n'ont probablement pas intérêt à ce que la paix se fasse entre les deux pays. Et il reste à savoir aujourd'hui si Kim Jong-un a eu le temps de les écarter ou de les éliminer, ou tout au moins de les convaincre de participer à l'action de paix qu'il est en train de mener aujourd'hui. Dernière question, Diosphila Bouaguidi, la réunification des deux pays est-elle envisageable? Pour le moment, on en est loin. On en est très loin. Et même si les deux pays ne semblent pas opposés à une réunification, on est encore très loin de cette question-là, puisque les niveaux de vie, les avantages d'une réunification ne sont pas forcément pour le moment clairs. Ce qui est certain, on va vers une dénucléarisation, en tout cas une pacification à petits pas de la sous-région. Il faut être patient. On arrivera peut-être à une réunification, mais ce n'est pas encore demain la veille. Mais Sirabou, marche à la paix en Corée, faut-il faire confiance à Kim Jong-un? Voilà le thème que Tim Bouaguidi abordait dans la rubrique Les clés
du monde. À suivre une nouvelle diffusion sur la télévision Diaspora FM 17h45 à 23h30 et en streaming sur notre chaîne YouTube.